Et pendant que je disais ces deux mots, nous avons été rejoints sur l'estrade par Hélène Sellier, et je pense que c'est un très bon... Oui, donc, je ne vous ai pas signalé, gardez précieusement en tête toutes les questions que vous voulez poser à Sylvain, et nous discuterons ensuite après l'intervention d'Hélène Sellier. Hélène Sellier, vous êtes donc docteur en littérature comparée, nous sommes à la Sorbonne, c'est magnifique, et aussi narrative designer, au sein alors d'un studio qui s'appelle The Seed Co, et vous êtes enseignante. Et Boris m'a également indiqué que vous avez, parce que je ne m'en rappelais pas, vous avez été lauréate déjà du GIS. Donc bravo, et peut-être que c'est cela que vous allez nous présenter dans votre intervention intitulée, ainsi que tout le monde peut le lire, « Encourager les actions prosociales par le jeu ». Vous avez la parole. Merci. Je tiens d'abord à remercier le GIS pour l'invitation, notamment parce que les rares fois où j'ai pu participer, il y a toujours de beaux échanges qui se sont créés et qui ont donné lieu à plein de projets, j'en reparlerai. Donc du coup, je suis très contente. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on fait dans le studio dans lequel je travaille, parce que je crois fortement entre les collaborations industrie et puis recherche. Mais d'abord, je voulais vous parler un tout petit peu du contexte social et culturel dans lequel se situe mon travail. Damien Djaouti rappelle que la notion de serious game naît dans le début des années 2000. Il y en a d'autres qui émergent au même moment. On peut penser par exemple aux Games for Change, dont l'association est en 2004, ou alors aux travaux fondateurs de Frasca, qui va écrire un mémoire en 2001 sur Video Game of the Oppressed, dans lequel il travaille la théorie de Freire sur les jeux en la réadaptant aux jeux vidéo, ou encore aux travaux de Mary Flanagan. C'est pour vous donner un petit peu le contexte de ma recherche, mais en fait mon travail se base plus précisément dans le travail du studio, et c'est un travail de recherche-création. Alors notre studio est un petit studio indépendant, en ce moment on est 8, il est basé près de Toulouse, et on travaille avec des méthodologies proches de la recherche-action et de la recherche-création, donc ça fait très sens avec la présentation précédente. En fait, on cherche à créer des jeux qui cherchent à avoir un impact social et qui visent à la sensibilisation à des sujets qui sont notamment liés à l'inclusion de différentes identités et la mixité sociale. Notre premier jeu s'appelle Recover et il sert de support de médiation dans les entreprises pour les formations sur le sexisme, le validisme, le racisme, l'agisme. Il est composé de plusieurs modules, mais aujourd'hui je vais vous parler essentiellement du deuxième qui porte sur le validisme et les discriminations subies par les personnes handicapées. Alors dans le module 2, on joue Emmanuel qui intègre une nouvelle équipe dans l'entreprise et qui est enthousiaste par le projet. Et je vais proposer une analyse formaliste dans ma tradition de docteur en littérature de ce deuxième module. Et je me concentrerai plus particulièrement sur les procédés ludonarratifs qui incitent à une action prosociale. Donc en fait, je vais moins m'intéresser en recherche-création sur le processus de création que sur la forme de l'œuvre. En parallèle d'un ancrage en recherche-création, le travail s'inscrit dans une série de champs qui insistent sur l'importance de la réception dans la construction de sens de l'expérience ludique et narrative. Je pense notamment aux travaux de Rémi Kayat, mais en fait de manière plus générale, la narratologie post-classique en littérature ou les recherches sur l'expressivité des jeux vidéo dans les Game Studies sont deux champs importants dans les sciences à laquelle je mêle une pratique qui est celle du narrative design qui s'intéresse à l'expérience du joueur et de la joueuse. Donc, en fait, ces différentes approches ont en commun le fait de s'intéresser à la forme de l'œuvre, mais en lien avec sa réception, sans présupposer qu'un objet médiatique puisse conditionner entièrement ses usages. Donc, en fait, ici, il ne s'agit pas d'étudier les joueurs et joueuses réels, mais la forme de l'œuvre.
Pour cela, je vais utiliser aujourd'hui le terme d'effet, qui est un concept qui vient des études littéraires, qui est notamment présent dans les travaux de Barthes sur l'effet réel, de Jouve sur l'effet personnage, qu'on retrouve plus récemment chez Raphaël Baroni dans l'effet de suspense. En fait, il s'agit de penser la réception telle qu'elle est programmée par le texte et le jeu. Alors, je m'intéresse plus particulièrement à la participation volontaire du joueur ou de la joueuse dans la construction de sens, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas aux effets qui sont de l'ordre de la pédagogie descendante ou de la persuasion. Donc en fait, ça s'éloigne un petit peu des cadres de pensée des serious games et des persuasive games dont on a déjà entendu parler. En fait, il ne s'agit pas de prétendre qu'un jeu ne puisse pas contenir de dimensions persuasives, mais simplement de dire qu'il y a un continuum entre les situations persuasives et les situations expressives et qu'on peut varier plus ou moins l'une ou l'autre. Et pour cela, je renvoie notamment aux travaux de Gabriel Trébanier-Jobin et Esteban Gina. Donc, en fait, ma question aujourd'hui, c'est pourquoi et comment, puisqu'il ne s'agit pas d'imposer, de contraindre, de prescrire, mais plutôt d'encourager aux actions prosociales, quelle stratégie ludonarrative peut-on concevoir pour faire un jeu qui ouvre au changement et qui décale la perspective? Alors, je vais vous proposer d'étudier deux sortes d'effets, les effets de sensibilisation et les effets de conscientisation. Alors, le terme de conscientisation, je l'emprunte à Paulo Freire qui rédige dans la pédagogie des opprimés une théorie de la conscientisation. En fait, il travaille, c'est un travail qui vient après un programme d'alphabétisation de masse au Brésil et dans un contexte de lutte sociale. Et dans cet essai, il va essayer de penser conjointement l'action pédagogique et l'action révolutionnaire. Pour lui, la conscientisation, c'est plus que de prendre conscience, c'est vraiment d'analyser cette prise de conscience et de voir comment est-ce que la société fonctionne. Je ne développe pas ici l'idée complètement, c'est une théorie qui est très riche, mais en fait ce qu'on reprend nous de la conscientisation, c'est le développement critique de la prise de conscience. Notre recherche s'éloigne un tout petit peu de la recherche de Freire dans certains points, notamment à l'idée qu'il faut s'adresser uniquement à une population opprimée dans un premier temps, mais c'est un cadre de pensée qui a été riche pour nous. C'est un cadre de pensée qui est aussi riche pour d'autres personnes qui conçoivent des jeux vidéo, et je pense notamment aux travaux récents de chercheurs et chercheuses canadiennes qui proposent 10 critères pour faire du jeu un espace de conscientisation que je vous ai mis ici. Cette approche est très intéressante parce que ça donne des clés de macro-design, mais on a une perspective différente, notamment parce qu'on distingue la sensibilisation de la conscientisation, et c'est ce sur quoi je vais revenir. Pour la sensibilisation, je m'appuie davantage sur la sociologie des mobilisations de pouvoir qui s'intéresse depuis quelques années au rôle des émotions dans l'émergence et la fidélisation de l'engagement militant. En particulier, les dispositifs de sensibilisation sont définis comme l'ensemble des supports matériels, des agencements d'objets, des mises en scène que les militants déploient afin de susciter des réactions affectives qui prédisposent ceux qui les éprouvent à s'engager ou à soutenir la cause défendue. Alors, Olivier Grandjean explique que les dispositifs de sensibilisation sont compris souvent par rapport à la libre adhésion, et c'est pour ça que c'est un cadre de pensée qui est intéressant pour nous. Et il dit que les dispositifs de sensibilisation ne sont pas complètement différents des dispositifs de coercition. Et on retrouve ici, dans des mots différents, l'idée de continuum entre persuasif et expressif qu'on voyait avec Giner et Trépanier-Jobin juste avant. En fait, la notion de sensibilisation reste intéressante pour comprendre les effets affectifs que cherchent à déclencher les jeux chez un joueur ou une joueuse qui accepte volontairement de s'engager dans le processus émotionnel. On peut alors du coup faire le lien, si on reprend le parallèle avec la théorie littéraire, avec une posture d'immersion qui est définie chez Jean-Michel Schaeffer comme un état dynamique d'activation imaginative qui inverse le rapport habituel entre imagination et perception et qui suppose un investissement affectif.
Alors, tout ça, c'était beaucoup de théorie. Maintenant, je vous propose de faire de la pratique avec moi et de voir comment est-ce que des catégories théoriques, qu'est-ce qu'elles deviennent quand on les présente, quand on les utilise dans un processus de design réel. Alors, de manière assez évidente, dans Recover et dans le module 2, on a choisi de représenter certains personnages pour qu'ils soient en situation de handicap. Par exemple, Jean-Jacques est atteint de rétinite pigmentaire ou Adrien est dyslexique. Chaque personnage a une attitude différente par rapport au handicap, par rapport aux autres, comme un discours plus ou moins validiste, mais aussi par rapport à lui-même, comme une mise à distance plus ou moins importante. Par exemple, Jean-Jacques a une vision plutôt catégorielle du handicap, tandis que Béravi est une militante anti-validiste. En fait, représenter la diversité des convictions, la complexité des expériences du handicap permet de favoriser l'attachement au personnage, que l'on peut aimer mais aussi aimer détester. Et cet attachement au personnage est de l'ordre d'un effet de sensibilisation. Ça, c'était facile. Ensuite, dans l'histoire, les personnages handicapés sont confrontés à des discriminations. Par exemple, Béravi est l'utilisatrice d'un fauteuil et ne peut pas au début se rendre en salle de réunion parce qu'il y a des marches. Une des mécaniques du jeu consiste en un bouton rouge qui s'appelle le bouton Ouch dans ce module-là et sur laquelle la joueuse doit appuyer quand elle pense que la situation ou la parole est problématique. En fait, le bouton sert à l'identification de micro-agressions, à l'identification d'injustices dans l'organisation du travail, mais aussi permet de mettre le doigt sur des sujets de société, par exemple le discours médiatique qui entoure les Jeux paralympiques. Donc en fait, ce qu'il s'agit de faire, ce n'est pas... c'est simplement d'encourager à penser des choses. La mécanique du bouton Ouch cherche donc à créer un effet de conscientisation. Lorsque la joueuse a appuyé sur ce bouton, il apparaît un texte qui va refléter les pensées du personnage que la joueuse joue. Par exemple, pourquoi il suppose ça, pourquoi il a fait ça. C'est souvent une phrase interrogative avec l'expression de sentiments, notamment la gêne. Et en fait, si le bouton est de l'ordre de la conscientisation, du coup, le texte est de l'ordre de la sensibilisation. On aurait pu utiliser cet espace. Là, c'est à la fin, il y a un rappel de toutes les situations problématiques. On aurait pu utiliser cet espace pour faire un retour évaluatif à la joueuse. Tu as bien identifié cette situation. Ou alors pour donner une conceptualisation. Cette situation est de l'ordre de la tokenisation. En fait, mais cette absence laisse à la joueuse la possibilité de mener sa propre réflexion. Ce design par soustraction, notamment par rapport à des modèles établis, dans les serious games notamment, vise ainsi un effet de conscientisation. Les situations problématiques concernent les personnages que la joueuse voit, mais aussi celui qu'elle incarne. Dans le module 2, il s'agit d'Emmanuel. Emmanuel est en situation de handicap, il est atteint de diabète de type 2, mais on ne l'apprend qu'à la fin du 7e épisode, parce que c'est un jeu épisodique. Et dans ce cas-là, jouer sur l'effet de surprise, pour reprendre les termes de Baroni, par l'introduction d'une différence supplémentaire entre le joueur modèle qui n'est pas atteint de diabète et l'avatar, ça crée un effet de sensibilisation, puisque le joueur modèle valide réalise qu'il peut partager l'expérience d'une personne en situation de handicap. Le choix d'utiliser un personnage joueur handicapé n'est pas évident, parce qu'en fait, ça pourrait être interprété comme l'incitation pour le joueur modèle valide à s'approprier l'expérience d'une personne handicapée et à développer le sentiment d'avoir fait une bonne action, alors qu'en fait, aucun acte n'a réellement été accompli. C'est notamment la critique que certains créateurs et certaines créatrices queer font à l'usage de leur jeu dans une optique de sensibilisation. Cependant, on a choisi de faire jouer un personnage handicapé pour inciter la joueuse à adopter une posture empathique. L'empathie ici n'est pas compris comme étant de l'ordre de l'appropriation ou d'un bon sentiment. Au contraire, on reprend des recherches en neurosciences, notamment les travaux de Jean Dessetti, où l'empathie est définie non seulement comme la capacité à percevoir et à comprendre les émotions d'autrui, en les partageant ou non, tout en gardant la conscience de son individualité. L'empathie a à la fois une composante émotionnelle qui consiste à identifier les émotions d'autrui
et à assurer entre soi et les autres une résonance, et une composante cognitive qui consiste à savoir que l'autre personne a une autre expérience du monde que soi. Donc du coup, cette double dimension affective et réflexive de l'empathie permet le design d'un personnage joueur Andy et qui joint les effets de conscientisation et de sensibilisation. La relation de la joueuse au personnage jouable se joue en particulier par le contrôle, les moments de choix. Et on a créé en fait un modèle qui permet de favoriser l'action prosociale. En fait, toutes les roues de choix sont en 4 parties. Le modèle est d'abord inspiré par les fonctions du langage de Jacobson, et ensuite on a deux grands points, l'attitude face à son handicap et puis la stratégie de coping. Donc, on a, par rapport à son attitude au handicap, 4 grandes catégories. L'euphémisation, la revendication, l'absence de réaction et la distanciation. Il s'agit d'offrir à la joueuse un espace pour exprimer la façon dont elle s'imagine qu'il est possible de faire l'expérience du handicap dans la situation particulière d'Emmanuel. L'empathie concerne en effet toujours ce que l'on imagine que l'autre vit et pas ce qu'il vit réellement. Dans ce cas, puisqu'on fait appel aux émotions de la joueuse, la roue des choix a un effet de sensibilisation. Par contre, lorsqu'il s'agit de réagir à une situation problématique, une situation de discrimination, l'effet recherché est davantage celui de la conscientisation. Les réponses proposées sont inspirées du modèle du coping en psychologie, sur lesquelles je ne reviens pas et desquelles je ne suis pas experte. C'est une adaptation pour un design. Mais en fait, l'idée, c'est que la joueuse choisisse comment est-ce qu'elle réagit à une situation de discrimination. Donc il s'agit d'abord de lui faire prendre conscience de la multiplicité des réactions possibles, sachant qu'il n'existe pas d'attitude qui soit toujours favorable. L'évitement est par exemple une stratégie efficace pour la préservation de la personne concernée dans certaines situations. Alors, donc du coup, on voit que la roue de choix de dialogue est à la fois de l'ordre de la conscientisation et de la sensibilisation. Ce que mettent en valeur en fait les analyses des choix de design d'un personnage joueur Andy et des moments de décision en dialogue, c'est l'entremêlement des effets de sensibilisation et de conscientisation dans le design, sans que les uns précèdent nécessairement les autres. On pourrait aller plus loin dans le design, mais je vais accélérer un petit peu. Pour conclure, finalement, ce qui permet la confrontation des catégories théoriques au processus de design, c'est d'arriver à une conclusion semblable à celle qui a été faite sur l'entremêlement des dispositifs de sensibilisation et de coercition, mais aussi sur l'existence d'un continuum entre persuasif et expressif dans les jeux vidéo. Pour faire un jeu qui va ouvrir au changement, qui décale la perspective, qui remet la pensée en mouvement, un moyen possible semble donc de tirer parti de cet entremêlement et de réfléchir le design pour conjuguer des effets divers. Ça a l'air pas grand-chose, mais en fait, dans les pratiques de narrative design actuelles, on a tendance à viser l'harmonie du dispositif, où tout doit faire sens ensemble. Là, il s'agit de dire que plutôt, il s'agirait de vouloir créer une expérience qui travaille sur une esthétique de la rupture, un design chaotique, qui travaille les tensions et les oppositions pour augmenter le pouvoir d'agir des joueurs et des joueuses et les inciter aux actions prosociales. Et je voudrais finir par revenir sur l'intérêt de penser de manière distincte les effets de conscientisation et les effets de sensibilisation. Parce que ça pose la question de comment est-ce qu'on crée des dispositifs différents en fonction des publics. Si dans Recover, qui est un jeu pour adultes, on a pu mélanger les deux, faire un design un peu chaotique avec l'entremêlement des effets de conscientisation et de sensibilisation, est-ce que dans un jeu pour un public beaucoup plus jeune, il ne faudrait pas privilégier des effets de sensibilisation? Et c'est cette question-là, parmi d'autres, qui anime un autre projet de recherche-création, qui est Alix et Yanis, la disparition d'Albert le hamster. Et je voulais l'évoquer parce que c'est un projet qui est mené en collaboration avec Stéphanie, que vous avez entendu hier, et qui est l'émergence de notre rencontre par le GIS. Voilà, je vous remercie de votre attention.